Elle est philosophe, elle est psychanalyste, elle vient de créer la première chaire de philosophie à l'hôpital L'Hôtel-Dieu, à Paris. Elle va peut-être nous parler de la première des frontières, celle qui nous fait de nous des individus singuliers, pleins et entiers, et en ce sens-là, paradoxalement, des remparts à l'individualisme. J'ai le plaisir de vous accueillir, et c'est un vrai bonheur de vous accueillir, Madame Cynthia Fleury. À vous la parole. Merci, bonjour à tous. Oui, vous parlez de... Vous avez raison, c'était une très belle introduction, ce que vous venez de dire. Donc, je vais changer un petit peu mon propos. Vous parlez de cette frontière, effectivement, qui fait de nous des sujets, et en quoi cette frontière est absolument compatible et même nécessaire pour que cet individu viennent renforcer et protéger l'état de droit, alors que généralement nous avons tendance à opposer l'individu et la démocratie en considérant que l'individu pratique l'individualisme, qui est une force atomisante, et que bien évidemment il se replie sur lui-même, ce qui est vrai. Si on considère que la seule manière de définir ce qu'est un individu, c'est l'individualisme, mais si on considère que définir un individu, ce peut être aussi l'individuation, alors à ce moment-là, tout s'ouvre, parce que précisément l'individuation, alors c'est peut-être la psychanalyste qui parle, mais c'est un terme notamment jungien, qu'on peut trouver chez Durkheim, ou qu'on peut trouver après chez Simondon. Ce terme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que l'individu prend conscience qu'il est manquant, et à partir du moment construit une connaissance, une sublimation de ce manque et, d'une certaine manière, traduit ça par le goût des autres, par le fait de faire lien avec autrui. Ça a l'air comme ça un petit peu magnifique, mais ça ne l'est pas. C'est véritablement le fait qu'un individu, le souci de soi et le souci de l'état de droit sont matriciellement au même endroit. Ça part de loin, ça part de Platon, Socrate. Qu'est-ce que dit Socrate à ses juges ? Vous savez qu'il a été notamment condamné à mort pour une phrase. On dit souvent qu'il a été condamné pour corruption de la jeunesse. En fait, il a été condamné pour quelque chose de bien plus transgressif, de bien plus radical. Il a dit à ses juges, avant d'avoir le souci des affaires publiques, ayez le souci de vous-même. Sous-entendu, si vous avez tendance à quelques dérives pathologiques, allez vous faire soigner et ensuite vous irez vous occuper des affaires publiques. Bon, ça c'est moi qui traduis dans une version plus moderne, bien sûr. Bon, pour ça, il a été mis à mort. Donc, comme quoi c'était radicalement transgressif. Il faut comprendre une chose, c'est que ces dernières années, la mondialisation, dans sa dérégulation néolibérale, a produit notamment des États qui, hélas, nous ont donné le sentiment, à nous, individus, d'être remplaçables. Et vous savez que, hélas, les destins de la remplaçabilité, historiquement, sont désastreux. On se rappelle tous le procès Eichmann. La phrase d'Eichmann, c'est « Je suis un rouage ». Voilà, un autre aurait fait exactement la même chose que moi. Et Hannah Arendt le dit très bien, la justice, c'est toujours un exercice de resubjectivation. Vous êtes en train de me dire que là, à ce moment-là, il n'y avait pas votre sujet. Moi, je suis en train de vérifier si, précisément, votre sujet y était ou pas. Ou si vous avez nié que ce sujet devait y être. Donc, destin historique de la remplaçabilité, je ne suis que rouage, etc., crée les pires désastres. Et aujourd'hui, le destin actuel de la remplaçabilité est un petit peu différent. Moi, j'en fais l'expérience sur mon divan d'analyste, c'est-à-dire un découragement profond de la part des individus qui se sentent remplaçables. Voilà. L'État, tous les jours, l'État, l'entreprise, l'administration, effectivement, leur donne un sentiment de chosification, d'être interchangeable, vous ou un autre, c'est la même chose. Et ça produit tout simplement de la psychose ordinaire, c'est-à-dire en gros vous avez deux territoires, un territoire soit de découragement. La traduction politique du découragement, qu'est-ce que c'est? On va dire l'abstention, ou en tout cas le désinvestissement de la sphère publique, et puis la traduction politique du ressentiment, on le voit, c'est tout simplement des votes plus extrémistes, plus xénophobes, plus populistes, plus fascisants, et donc une volonté de repli. Qu'est-ce que je cherche à vous dire par là? Tout simplement, c'est que quand l'individu, dans l'état de droit, se sent remplaçable,
il produit du clivage, il produit de la psychose, et précisément il n'est plus apte à se soucier de l'état de droit. Et donc notre premier travail, à la fois moi en tant qu'enseignant-chercheur, psychanalyste, et puis nous tous ici, en tant que membres de la communauté de l'état de droit, c'est de veiller à ce que cet état de droit permette la non-chosification des individus pour que ces individus viennent à leur tour revitaliser l'état de droit. Et l'état de droit, c'est un aller-retour, hein, ce n'est pas simplement le fait de produire des conditions d'émancipation des individus, c'est aussi que ces individus viennent revitaliser par leur irremplaçabilité. Irremplaçabilité, ce n'est pas là un délire mégalomaniaque, c'est tout simplement le fait de se sentir responsable, de ne pas déléguer à autrui sa responsabilité. Et Jean Kelevitch disait, voilà, cette chose qu'il faut faire, c'est à moi de la faire. Et donc, voilà, à ce moment-là, comment individuation et démocratie sont intimement liées, comment souci de soi et souci de l'état de droit travaillent de concert, et comment nous, ici d'ailleurs, les individus que nous sommes, nous participons à la création de ce récit commun. Et aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, le XXIe siècle, c'est les inventions de ces nouveaux collectifs, c'est-à-dire des collectifs qui ne sont pas massifiants, comme ils ont pu l'être par le passé, mais qui précisément vont chercher la singularité des individus, et grâce à cette singularité, créent des insularités ici ou là, et ces insularités se mettent en réseau. Tout à l'heure, Hubert Védrine a dit la communauté internationale n'existe pas. C'est tout à fait juste d'une certaine manière. Et en même temps, aujourd'hui, sur tous les territoires du monde, des individus se mettent en réseau, construisent des dynamiques transnationales avec la force qui est la leur. Hein. Mais ce qui est fantastique aujourd'hui, c'est que quand vous êtes un individu, que vous avez un projet, vous pouvez identifier, grâce au réseau, grâce à la cartographie qui est celle qui est la nôtre aujourd'hui, vous pouvez identifier votre N+1 et construire avec lui des dynamiques, comment dire, de consolidation, de la solidarité, d'invention démocratique. Alors, autour d'un grand invariant, notamment, on pourrait en citer 1000, mais c'est vrai que, oui, il y a une conscientisation universelle. Là aussi, pendant très longtemps, on a eu une conscience, plutôt une controverse forte, à juste titre, là encore, de qu'est-ce que c'est l'universel. Est-ce que l'universel est une culture dominante masquée? Est-ce qu'il existe réellement de l'universel? Oui, il y a des grands invariants universels. Et là encore, aujourd'hui, vous le voyez à travers des dynamiques de sujets qui, indépendamment des cultures qui sont les leurs, donc je dis bien indépendamment des cultures qui sont les leurs, construisent de l'individuation, pas de l'individualisme, mais construisent de l'individuation, comme disait Jung, nous sommes d'un âge immense, donc l'individuation c'est la conscience de son passé, c'est la conscience de son futur qui vient consolider ce sujet, et construisent ça autour notamment d'une grande dynamique de conscientisation de la question environnementale, c'est vrai. C'est intéressant de voir aujourd'hui que des spirales, je ne sais pas comment appeler ça, des spirales de vulnérabilité ou des spirales capacitaires sont identifiées. Là où vous avez un manque de gouvernance démocratique, vous avez généralement un pillage, un fardeau écologique très fort qui lui-même vient renforcer une situation socio-économique défaillante. Donc vous avez un système comme ça de boucle négative de vulnérabilité, et des individus conscients de ça se saisissent de ça et viennent créer des insularités, des réseaux pour contrer cela. Ça a un nom aussi en philosophie, ça s'appelle tout simplement la citoyenneté capacitaire. Voilà. Le XXIe siècle, c'est l'invention de cette citoyenneté capacitaire. C'est loin d'être une mince affaire, parce que sur le papier, c'est magnifique, la citoyenneté capacitaire, puisque ce n'est pas du tout de la démocratie directe. Hein. C'est une démocratie à la fois soucieuse de représentation, mais qui travaille à une meilleure représentativité de cette représentation, mais qui en même temps invente des formules et des modèles de représentation plus participatives, et non pas directes, mais qui investissent ce grand paradigme de la délibération et de l'action citoyenne. Sauf qu'une fois qu'on a dit ça, il faut se poser la question de qui forme, qui paye pour ce temps
citoyen. Et je le dis ici parce que vous êtes un territoire qui s'est éminemment posé la question. Parler de citoyenneté capacitaire sans parler de modélisation économique de cette citoyenneté capacitaire, ben c'est tout simplement se leurrer. Une des manières de penser cette modélisation économique des citoyennetés capacitaires, c'est le revenu universel. Le revenu universel, c'est une manière de prendre pied dans ce nouvel âge, cet acte 2 de l'État-providence. Je vous remercie. Merci. Merci Cynthia Fleury. Individuez-vous, individuons-nous. Je vous laisse poursuivre la discussion avec Chantal Taux. Merci Cynthia Fleury. On vous a présenté, il y a un de vos titres qu'on a oublié, c'est que vous êtes aussi la vice-présidente d'Europa Nova. Et j'aimerais, à la suite des images que le photographe Zalmay nous a présentées, vous demander, après ce que vous venez de nous exposer, comment vous appréhendez le retour des frontières dans une Europe que l'on croyait ouverte. De quoi est-ce le symptôme ? Écoutez, on l'a dit tout à l'heure, c'est une des questions, c'est un des défis sans doute les plus grands aujourd'hui pour l'Europe. Elle s'est rêvée, Jasper disait, voilà, l'Europe n'a pas de frontières. Sous-entendu, les frontières de l'Europe, c'est celles du cœur, c'est celles de la communauté des esprits. Et puis bien évidemment, à partir du moment où un monde est en déstabilisation profonde, vous avez l'exil des hommes qui essayent tant bien que mal d'aller vers où cela est possible. Donc voilà, l'Europe aujourd'hui, elle a cette nécessité d'organiser une régulation avec les pays voisins. Elle ne pourra pas le faire seule, elle ne pourra pas accueillir des flots entiers, et en même temps, elle est aujourd'hui très loin également de son défi. C'est-à-dire que tout de même, nous pouvons accueillir bien plus et bien mieux. Je crois que ça a été dit. Notre premier devoir, c'est de construire une politique de l'asile digne de ce nom. En revanche, voilà, c'est une question éminemment géopolitique. Donc l'Europe seule, elle ne pourra pas le faire. Moi, mon enjeu aujourd'hui sur l'Europe, plutôt du côté de la philosophie politique, c'est déjà de réfléchir à des premières grandes harmonisations ou tentatives d'harmonisation. Petite tentative d'harmonisation fiscale, sans aller vers des sauts de fédéralisme. Mais si vous voulez, vous ne pouvez pas parler d'Europe des peuples sans créer à un moment donné plus d'harmonisation sociale. On a un grand territoire où chaque Européen vient concurrencer de manière drastique l'autre Européen. Donc comment nous construisons un droit du travail qui est un tout petit peu plus coopératif, comment nous faisons une Europe des étudiants encore plus efficace, voilà, une Europe de la recherche, etc. Donc c'est à nous d'inventer ces coopérations renforcées et pas nécessairement un fédéralisme immédiat. De toute façon, il est effectivement dans une passe compliquée. J'aimerais vous demander de parler de l'attitude aussi des hommes et des femmes politiques. Est-ce qu'ils manquent de courage? Est-ce qu'ils sont juste avides de pouvoir ou dépassés par la situation? C'est bien comme question. C'est bien comme question parce que vous avez un certain nombre de décideurs politiques. Parce que j'ai des camarades dans la salle aussi. qui sont politiques. Donc vous voulez créer comme ça un sentiment de proximité avec... je vous remercie. Non, pourquoi vous me posez cette question? Parce que moi j'ai écrit un livre effectivement sur le courage qui s'appelle La fin du courage et qui montrait à quel point cette notion était absolument co-substantielle là aussi à la protection de l'état de droit, à la protection du sujet d'ailleurs, et également à la protection de la cité. Écoutez, je dirais pas ça parce que oui, il y a une instrumentation d'abord du courage, très très souvent dans le discours politique, il y a une immense novlangue, et moi j'ose là ce que les autres n'osent pas, et moi je vous dis vrai là où les autres disent faux, etc. Mais il y a, je crois, surtout un problème aujourd'hui qui est, Durkheim disait, on ne contracte jamais contre soi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez, dans des situations d'électoralisme incessant, faire de la politique aujourd'hui, de la vraie politique, c'est quasiment antinomique d'un destin politicien. Voilà. Merci Cynthia Fleury. Non, mais vous vous en êtes bien sortie. Donc, vous savez que c'est un diplomate qui parle après vous. J'aurais encore... un diplomate, c'est pas un politicien aux dernières nouvelles.
Mais dans le langage, vraiment, c'est important de comprendre ça. C'est-à-dire qu'on ne fera pas, je vais le dire de manière plus positive, on ne fera pas sans les politiques. Il ne s'agit absolument pas de dire que les politiques, je veux dire les hommes politiques qui font profession, comment dire, de politicienne, on ne fera pas sans. En revanche, je pense qu'ils ont changé de place dans la boucle de légitimation. Pendant des années, ils ont été plutôt pionniers, plutôt à l'offensive. Je crois aujourd'hui, en tout cas, que c'est un moment où ceux qui sont pionniers, ceux qui, comment dire, prennent ce risque-là, à la fois d'une invention démocratique, d'une invention sociale, d'économie sociale et solidaire, d'une territorialisation différente, etc., c'est plutôt des gens issus de la communauté civile en règle générale. En revanche, ils ont besoin ensuite d'avoir une validation de leur expérimentation et d'avoir une montée en généralité de leur expérimentation. Et ça, c'est les politiques qui le font. Donc on a absolument besoin d'eux, mais pas nécessairement au même endroit. Cynthia Fleury, vous avez ouvert, on l'a dit, la première chaire de philosophie de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu. Qu'est-ce que vous y faites exactement ? Exactement, en fait, à l'Hôtel-Dieu, donc une chaire de philosophie à l'hôpital en son sein vient d'être créée, tout simplement d'abord pour dire l'hôpital est un commons, un bien commun, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cité qui tienne debout sans l'hôpital. À Paris, nous sommes allés chercher l'hôpital qui était le plus symptomatique et le plus symbolique de cette histoire-là, l'Hôtel-Dieu. Il est face à la justice, à côté de la religion, à côté du tribunal de commerce et à côté de notre chère préfecture. Donc, d'une certaine manière, les piliers de la cité sont au cœur de Paris, sur l'île de la Cité. Et puis, par ailleurs, l'Hôtel-Dieu a connu ces dernières années, là aussi, des histoires compliquées. Donc, premier enjeu, c'était de dire, c'est un commons. Et même plus, c'est un scientific commons. C'est-à-dire que c'est un lieu de savoir. Le savoir, quand il n'est pas partagé, c'est essentiellement de la domination. Donc nous devons veiller à faire en sorte que cet hôpital ne soit pas simplement un lieu techniciste, c'est important, c'est même nécessaire, hein, mais que ce soit aussi un lieu des humanités. Bon, moi je pense que la philosophie est un peu la science mère des humanités, mais d'une façon générale, l'enjeu c'était créer, voilà, refonder dans la formation initiale, c'est-à-dire auprès des étudiants, les médecins, les infirmières, les sages-femmes, etc., réintégrer les humanités dans le cursus, dans le curriculum des étudiants, premier point. Deuxième point, les humanités dans la formation continue. Et troisième point, dans la pratique hospitalière. Et donc la chaire, elle produit des grands cours magistraux. Ils sont en ligne, ils sont filmés. Donc voilà, tout de suite, dès maintenant, clac, 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 sur chaire Hôtel-Dieu, philosophie, enfin chaire de philosophie à l'hôpital Hôtel-Dieu, vous aurez des grands cours sur la mort, l'euthanasie, des choses extrêmement, comment dire, existentiellement importantes, mais aussi des grands cours sur la question de l'Alzheimer, sur la question du génome, sur la question de la réparation et de l'augmentation. Donc voilà, hein, c'est ça le corpus philosophique à disposition de la science médicale, c'est repenser aussi quel est ce nouveau rôle du médecin au moment de l'âge génomique. Hein. Voilà, c'est toutes ces questions. Et surtout, dépasser cette relation chosifiante, ressentie généralement comme inégalitaire de la part des patients. Rappeler que le soin, hein, il y a une dimension politique du soin. Il n'y a pas de cité sans soin. Hein, il y a une dimension institutionnelle du soin. Ça veut dire qu'aussi, pour bien soigner, il faut soigner l'hôpital. Et donc bien vérifier que nos institutions hospitalières ne soient pas nocives, notamment en termes d'organisation. Voilà, donc c'est tout cet enjeu-là, c'est ouvert à tous, patients, médecins, aidants, et j'espère que nous aurons bientôt une antenne suisse. Merci Cynthia Fleury d'avoir fait bouger les frontières de nos réflexions. Merci à vous. Merci Cynthia Fleury. Et bravo.